Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Kickstarter Business. Aujourd'hui, j'accueille Gaëtan Breuls, fondateur de la société Locustone. Gaëtan, alors qu'il n'était encore qu'un jeune étudiant, est parti pour un séjour au Canada pendant presque 1 an, sans un sou en poche, vivant et se déplaçant grâce à la générosité des gens. Nous allons découvrir ensemble comment cette expérience a forgé en lui des compétences qui font de lui maintenant un businessman hors pair. Nous allons également voir comment Gaëtan, en partant de ses connaissances en tant qu'expert immobilier, a lancé son activité unique en Belgique. À travers son récit, vous aurez ainsi des pistes sur la manière d'agir si vous aussi vous souhaitez lancer votre activité. Nous parlerons de l'attitude et de la manière de communiquer à ses prospects afin de créer une relation basée sur la confiance et centrée autour de la valeur donnée aux clients. Gaëtan explique aussi comment faire de la publicité gratuitement, tout simplement en parlant à un maximum de personnes dans son entourage, mais également durant des séances de networking. Il insiste entre autres sur le fait de bien travailler son discours afin d'avoir un maximum d'impact durant justement ces séances de networking. Avant de passer à l'interview, j'en profite pour vous informer que je dispense une formation spéciale sur la création d'un message commercial percutant pour votre activité afin qu'on se souvienne toujours de vous. Plus d'informations à la fin de ce podcast. Sans plus attendre, je vous propose cette interview de Gaëtan Breuls. Bonjour Gaëtan, bienvenue. Bonjour Nicolas. Alors toi Gaëtan, tu as fondé ta propre société Locustone et tu es le seul à y travailler pour l'instant, c'est bien correct? Oui, tout à fait. Alors on va revenir sur ta société, mais avant tout, comme un peu tous mes invités, je te lance d'ici un petit défi. Imagine que voilà, je suis potentiellement intéressé par l'immobilier, comme peut-être certains qui écoutent ce podcast en même temps. Voilà, explique-moi rapidement ce que c'est Locustone et qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Alors, Locustone est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui souhaite acquérir un bien immobilier, eh bien, il n'y a pas grand monde pour l'aider. Donc, il va chercher ses biens sur des plateformes comme ImoWeb, il va aller visiter des biens, il aura souvent un agent immobilier en face de lui qui va tenter de lui vendre le bien à visiter, mais qui va pas forcément le conseiller dans son sens, dans le sens où, ben voilà, le bien, quels sont ses vrais points forts, quels sont ses vrais points faibles. Et donc ici, moi, en tant qu'expert immobilier, je me suis dit, ben voilà, en tant qu'expert, j'arrivais toujours après l'acquisition ou après une mise en location. Donc un expert, qu'est-ce qu'il fait? Ben, une fois qu'on fait une demande de crédit hypothécaire, ben, il va venir évaluer la maison, ou lorsqu'on loue un bien, il va venir faire l'état des lieux d'entrée. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apporter un service avant cette étape-là? Et donc, de là est né Locustone. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne qui souhaite investir dans l'immobilier dès l'élaboration de son budget. Donc, le but, c'est vraiment, ben voilà, avec tel budget, ben voir vers quel type de bien on peut se tourner pour investir. Et alors, c'est l'accompagner dans la recherche, dans la visite, dans la négociation et vraiment jusque l'acte pour vraiment faciliter l'achat de biens immobiliers. Ok, super. Un autre exercice qui pour moi est indispensable et que je fais aussi avec tous les clients que je suis, tu dirais que tu résous quel problème pour tes clients exactement? Alors le but c'est de faciliter vraiment l'acquisition immobilière. Donc c'est sûr qu'on n'achète pas un bien tous les jours comme on achète son pain. On se trompe une fois de pain, ben c'est pas grave, on peut le changer. On se trompe de maison ou de bien immobilier, c'est plus compliqué. Parce que c'est quand même un gros achat immobilier. Et donc moi je vais vraiment faciliter toutes les étapes de l'acquisition immobilière. Donc ça veut dire faciliter la recherche du bien. Donc voilà, comment bien rechercher son bien immobilier. Faciliter aussi les visites. Donc voilà, quelles sont les choses auxquelles il faut être vraiment attentif lorsqu'on visite un bien. Quelles sont les choses qui sont moins importantes. Comment on peut évaluer ben voilà, les différents travaux qu'on doit faire dans cette maison. Quel est le montant de ces travaux. Faciliter aussi la négociation. Donc, est-ce qu'on l'achète au juste prix, le bien immobilier? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix d'annonce d'un bien peut énormément varier entre une personne qui va être très gourmande, qui va vouloir vraiment énormément pour son bien, ou la personne qui veut vouloir la liquider très rapidement. Donc voilà, justement, bien négocier ces aspects-là. Mais également aussi faciliter pour la signature de compromis. Il existe énormément de points, de clauses qui existent pour protéger l'acquéreur. Eh ben,
mon rôle aussi, c'est de veiller à ce que tous ces points s'y retrouvent. Et c'est aussi accompagner jusqu'à l'acte pour être sûr que le jour de l'acte, on n'ait vraiment aucun souci et qu'il n'y ait aucune surprise lorsqu'on reçoit les clés de son bien. Ok. Ce que je comprends un petit peu ici, c'est voilà, en termes, voilà, pour vraiment le client, moi je vois un petit peu ça comme tu l'as très bien dit, on n'achète pas un bien immobilier comme on n'achète pas une maison. On n'achète pas, on n'achète pas un bien immobilier comme on achète, voilà, du pain tous les jours, etc. Et donc c'est quand même une décision qui est extrêmement difficile. Et de fait, ici, de par la nature humaine, les gens en général n'aiment pas prendre des décisions. Voilà, c'est vraiment un constat que j'ai fait, c'est que souvent, la personne, surtout dans le cas d'un investissement où là, on injecte quand même de l'argent, on espère que ça nous rapporte un maximum. Et donc la décision de dire, ok, je me lance, je remets mon offre et on y va, souvent les personnes ont vraiment du mal. Et donc ils loupent des biens à cause de cette prise de décision. En ayant un expert qui les accompagne, qui les rassure et qui va vraiment leur dire, voilà, vous avez vraiment tel point positif, là ça vaut vraiment la peine, ou tel bien non, n'achetez surtout pas ça, ça va vraiment vous causer que des problèmes, mais j'apporte une sérénité. Et comme je porte aussi également une gestion locative possible une fois que le bien est acquis, ça apporte aussi la sérénité de dire, voilà, moi j'achète un bien immobilier pour le mettre en location, mais je sais que comme l'expert qui m'a conseillé ce bien, c'est lui qui va s'en occuper aussi pour la gestion locative, il va pas me faire acheter n'importe quoi, parce que sinon c'est lui qui aura les emmerdes après. Si lui fait la gestion derrière, voilà, je comprends bien. Je pense que là, ici, la fin de la conversation, tu as vraiment super bien résumé. Et si je dois un petit peu résumer de l'ensemble des problèmes, au début, tu as quand même cité beaucoup de choses. Moi, je te vois vraiment comme quelqu'un qui vraiment, ce sera la petite tape dans le dos qui va te dire, vas-y, c'est le bon projet pour toi. Tu peux y aller, tu vas vraiment adorer ce projet-là, quoi. Ce qui manque, hein. Je sais pas si c'est une anecdote comme ça, mais tu t'es jamais allé parfois un peu en cinéma entre groupes de potes ou je ne sais pas quoi, et t'as remarqué qu'il y a jamais vraiment personne qui prend une décision sur le film à y aller, hein, à regarder, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a personne qui veut assumer la responsabilité de l'échec. Hein. Voilà, tout à fait. Après, oui, c'est ça. Et le fait d'avoir vraiment cette personne externe qui n'est pas le papa ou la maman qui accompagne lors de la visite, ou un ami, même un ami entrepreneur ou un ami architecte, la vie sera toujours avec un certain intérêt. Parce que je prends l'exemple des parents qui accompagnent leur enfant pour visiter, mais les parents, ils ont leur regard de... Je veux pas n'importe quel bien pour mon enfant. Et donc, ils voudront toujours quelque chose de parfait. Or, le parfait n'existe pas dans l'immobilier. L'autre exemple avec l'architecte, il voudra toujours mettre sa petite patte dans le bien. Et donc, aura tendance, en tout cas, à surestimer les travaux parce qu'il voudrait que tout soit nickel, parce que c'est sa carte de visite. Qu'un entrepreneur partenaire, par exemple, mes entrepreneurs partenaires, ils ont intérêt à mettre le juste prix, parce que ça peut leur faire un client potentiel. Ils n'ont pas de lien avec le client, donc ils doivent le convaincre réellement. Et ils n'ont pas une attache sentimentale ou amicale avec cette personne-là. Donc ils sont vraiment détachés. Mon rôle aussi, il est détaché par rapport au client, parce que moi j'ai vraiment intérêt à ce que le bien corresponde et soit vraiment le bon, parce que c'est lui qui sera mon ambassadeur par la suite. Bien sûr. Encore une question que j'adore poser aux gens, comme tout entrepreneur, hein, on doit tous vendre quelque chose. Toi, tu viens, tu vends forcément tous tes services, tout ce qu'on vient de discuter ici, là, maintenant. Imagine-toi, il y a un mec un peu foufou qui commence la même activité de toi, voilà, juste à côté, c'est ton voisin, etc. Qu'est-ce qui va me faire choisir toi plutôt que ce concurrent ? Qu'est-ce que tu fais, ta petite chose spéciale que les autres ne font pas ? Alors, je commence à dire que moi, je suis pour la concurrence. Je serais très content si quelqu'un se lance dans la même chose que moi à côté, parce que ça va vraiment pousser à l'excellence. Donc, moi, je considère que plus il y a de concurrence, plus il y a d'excellence, parce que justement, si je suis le seul, je peux me reposer sur mes lauriers et j'aurai vraiment aucune remise en question. Et donc, là où je vais peut-être me démarquer,
Un peu comme le choix d'un avocat ou le choix même je prends le plus proche d'un agent immobilier, il y aura énormément le côté, d'une part le côté personnel. Donc, est-ce que le feeling passe bien avec la personne? Parce qu'il n'y a rien à faire. La confiance est primordiale dans ce genre de choses. Justement, tu mets le doigt sur quelque chose de super important, la confiance. Est-ce que tu as quelque chose... Voilà, tu vas rencontrer un client potentiel, tu sais qu'il est à la recherche d'un bien, tu sais que tu peux il pourrait bien profiter de tes services. Le tout, c'est qu'il te fasse confiance. Est-ce que tu as quelque chose justement pour briser la glace et pour que la personne pense, Gaëtan, c'est une personne de confiance. Alors, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être vrai. Et de ne pas essayer de jouer un personnage quand on présente ses services. Et donc, voilà. Bon, après, j'ai un caractère assez cordial, assez bon vivant. Et ça, je pense que ça rassure aussi. Et alors, je vais toujours ne pas me présenter comme le Superman. Comme la personne qui va régler tous les problèmes. Donc, ce que parfois font la plupart des vendeurs. Voilà, parfois, c'est là l'erreur aussi. Voilà, c'est une erreur parce que la personne en face n'est pas naïve. Et elle va peut-être sentir que tu essayes de lui vendre quelque chose. Voilà. Et donc, par exemple, un des plus grands exemples, c'est qu'on me demande souvent si... lorsque je fais la recherche de biens, je vais trouver plein de biens qui ne sont pas sur ImoWeb, par exemple. Donc là, je réponds que non. Je vais montrer les chiffres officiels qui disent que la grande majorité des biens sont sur ImoWeb. De temps en temps, j'ai un bien hors marché, mais c'est pas la majorité. Et vous dire le contraire serait vous mentir. Donc voilà, c'est par ce genre de petites phrases que ça va rassurer l'interlocuteur de dire oui, il est honnête. Il est honnête, il me raconte pas des bobards. Je vais présenter des exemples concrets aussi. Je vais vraiment présenter du début jusqu'à la fin tout ce que je vais mettre en place pour l'aider et vraiment tourner vers son attente. Donc ça, c'est très important. Par exemple, si une personne en face, c'est un investisseur qui a une grosse expérience derrière lui, je vais pas m'attarder sur l'accompagnement où je vais le prendre par la main pour lui montrer comment il faut faire. Non, voilà, il faut s'adapter à chaque personne qu'on a en face de nous pour vraiment le rassurer par rapport à ce que lui est demandeur. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment se mettre dans ses chaussures et se dire, quelles sont ses attentes et qu'est-ce que je peux apporter pour répondre à ces attentes. C'est absolument génial ce que tu viens de dire et c'est quelque chose aussi que je communique beaucoup aux gens que j'accompagne également, ce fait de littéralement se mettre dans les chaussures de son prospect ou de son client. Et mine de rien, c'est facile à dire, mais c'est un exercice mental extrêmement difficile. Le vendeur qui arrive avec exactement le même discours pour tous ses clients, il y a un problème parce que chaque client est différent. Et moi, je vois bien, chaque client a une attente différente, a une sensibilité différente. Et donc, la présentation de biens est différente, l'accompagnement est différent, la négociation sera différente aussi, la façon de présenter les choses. Voilà, il faut s'adapter vraiment à son client si on veut qu'il soit vraiment satisfait des services proposés. Waouh, super. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la naissance de Locustone? Parce que tu fais quand même un métier atypique et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir ici sur le podcast parce qu'on n'en rencontre pas beaucoup à des gens qui font ton métier. T'as pas une petite idée justement de combien en Belgique vous êtes à exercer cette profession là pour l'anecdote? Alors, parce que je parlais justement de la concurrence. On en a parlé tantôt. Voilà, tout à fait. Et donc j'ai un petit peu regardé, qu'est-ce qu'il y avait. Les plus vieux... En fait... Ce que je fais exactement la même chose que moi, je suis le seul. Donc un expert qui va vraiment faire de l'accompagnement pour des investisseurs en immobilier, de l'élaboration du budget jusqu'à la gestion locative et les services d'expertise, je suis le seul. Maintenant, des personnes qui font de la gestion locative, il y a énormément d'agences immobilières classiques qui font de la gestion locative. Et ce qu'on appelle chasseur immobilier, donc vraiment l'accompagnement pour des acquéreurs qui vont faire la recherche. Là, il y en a beaucoup moins. Il y a un vieux bureau sur Bruxelles qui étaient les premiers qui sont très bien implantés sur Bruxelles. Il y en a 2-3 sur le Brabant wallon.
Et j'ai trouvé un nom sur le Namurois, mais je ne l'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler et personne ne le connaît. Donc voilà, je sais pas trop où il en est. Et il y en a un sur le Hainaut. Donc voilà, à part ça, on est vraiment très très seul. Donc, profession atypique. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que tu peux justement nous raconter ton parcours, plus ou moins, on va dire, sorti des études, ce que tu en as fait, ce que tu n'en as pas fait, vas-y, dis-nous tout. Alors, donc, à la base, je suis agent immobilier. Et donc, dans ma profession d'agent immobilier, il y a eu 2 constats. Le premier, c'est que finalement, je me rendais compte que je m'occupais plus des acquéreurs que des vendeurs. Oui, je t'interromps ici. Oui. Tu étais agent immobilier, donc tu étais salarié ? Non, indépendant. Indépendant, mais j'étais déjà indépendant dans une agence immobilière en tant qu'agent immobilier. Ah ouais, tu n'as jamais été salarié en fait. J'étais pendant 1 an et demi salarié dans ma vie. Ah oui, d'accord. J'ai toujours été indépendant. Ok, ça va. Mais tu avais un contrat avec une agence immobilière et tu travaillais exclusivement avec cette agence. Je travaille exclusivement avec une agence immobilière en tant qu'indépendant. C'est comme ça, pour tout agent immobilier agréé doit être indépendant. Okay. Donc c'est la loi. Et donc j'étais agent immobilier, je me rends compte que je m'occupe plus souvent j'aide plus souvent les acquéreurs finalement que mes clients réels qui sont les vendeurs. Et donc là, déjà, ça trottait dans ma tête. Tiens, est-ce que il n'y a pas une contradiction derrière? Et alors, l'autre constat, c'est que je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas... le fait de devoir absolument vendre le bien alors que je voyais les défauts de ce bien-là, ça me rendait un peu mal à l'aise. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Et donc, oui, voilà, je peux être très bon vendeur si je crois à 100% dans mon produit. Mais à partir du moment où je ne crois pas à 100% dans mon produit, je suis pas un bon vendeur. Parce que j'arriverai pas... Voilà, je me sens mal de vendre quelque chose dans lequel je ne crois pas. Et finalement, ça va se ressentir dans la manière dont tu vends. S'il y a un petit blocage, il y a ce fameux pont de confiance qui va transcender, et même au-delà de ton langage. Ton langage verbal, je suis suffisamment expressif dans ma façon d'être que ça se voit tout de suite. Donc je peux même pas mentir. Ça marche pas. Donc voilà, après ces 2 constats-là, je me suis dit, là, tiens, il y a quelque chose qui me dérange, faut que je fasse autre chose. Et donc là, j'ai commencé à m'associer avec une personne qui se lançait aussi en tant que chasseur immobilier, lui, uniquement. Après 1 an et demi, par des divergences de vues, on a préféré mettre un terme à notre collaboration. Et c'est là que, en voyant que sa façon de faire ne fonctionnait pas, de mon point de vue, et par rapport à mon expérience et tout ce que j'avais vécu, etc., je me dis, mais tiens, quelles sont les attentes? Donc c'est là que je me suis dit, c'est vraiment les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, donc plus forcément pour un achat de particulier. J'en ai aussi, ça m'arrive de les aider, mais c'est moins mon core business. C'est vraiment se dire, la personne a de l'argent de côté, a envie d'investir dans l'immobilier, parce que la bourse est volatile, les œuvres d'art, les grands vins, c'est quand même... beaucoup plus compliqué. Et puis on voit ce qu'on achète aussi. Voilà, tout à fait. Et donc et que le Belge a une brique dans le ventre, c'est indéniable. Elle aime l'immobilier et elle a confiance dans l'immobilier. Et en sondant un petit peu autour de moi, je me rendais compte que beaucoup de personnes aiment l'immobilier, veulent investir dans l'immobilier, mais ne le font pas. Tu dis que tu as un peu sondé autour de toi, tu as posé vraiment des questions, ou alors c'était plutôt un peu sentimental? Non, je me suis vraiment renseigné autour de moi, auprès de mes proches, auprès de personnes que je croisais. Voilà, t'as pas vraiment fait d'études de marché au sens marketing du terme. Non, j'ai pas fait des sondages publics, etc. Non, ça restait assez fermé, mais voilà, je pense avoir interrogé suffisamment de personnes autour de moi pour déjà me faire un peu une idée. Et pour le moment, ça n'a pas l'air de me tromper, donc c'est positif. Et donc, je me rendais compte que les personnes souhaitent investir dans l'immobilier, mais soit n'avaient ni le temps, ni la confiance ou les connaissances pour franchir le pas. Donc, t'as fait ce constat-là, tu l'as vu en réalité, et tu t'es dit, peut-être il y a une opportunité à saisir. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, là c'est vraiment un créneau qui me correspond. Parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est l'investissement immobilier, que je maîtrise. Et donc me dire, pour aider ces personnes à investir dans l'immobilier,
eh ben, il faut les aider dès le début. Donc tu as vraiment décidé d'y aller, c'était aussi un petit peu au trip et aussi partir du constat que voilà, moi, t'avais toutes les compétences nécessaires pour le faire et t'avais ce sentiment et t'avais interrogé un peu ton entourage. Voilà, tu dis, il y a un marché potentiel. Donc voilà, t'as pris la décision, t'as commencé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, ben voilà, j'ai tout ça et comment je vais me faire reconnaître justement pour cette activité et quand même, voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, commencer à avoir tes premiers clients. Cette étape-là, est-ce que tu peux nous un peu détailler le tout début là? Alors c'est un début assez difficile dans le sens où j'avais plus grand-chose comme moyen au moment de commencer parce que j'avais perdu beaucoup de sous dans ma première aventure et donc j'avais pas les moyens de lancer une grosse campagne marketing, voilà. Et donc je me suis dit, ben voilà, quelle est la meilleure façon de me faire connaître qui me coûte pas €1? Ça va en intéresser plus. Oui. Vas-y, dis-nous. Et donc voilà. Bon, il y a d'une part, c'est le bouche-oreille. Donc ça, c'est parler autour de soi. Parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs, ça reste les proches, les connaissances, les amis, la famille. Donc c'est commencer à bien leur faire comprendre qu'ils doivent parler de nos services. Et puis alors, ça a été énormément par les réunions de networking. Donc il faut savoir que partout en Belgique, il y a des groupes qui se réunissent. Il y en a c'est hebdomadaire, il y en a c'est mensuel, etc. Et la plupart du temps, les 2-3 premières séances sont gratuites. Donc, on se fait inviter pour aller présenter son activité. Ah oui, après, il faudra mettre peut-être quelques liens ou quoi, si c'est possible. Après, voilà, donc ça, je pourrais donner des noms endroits où on peut aller. Voilà, tout à fait. Et donc voilà. Ça, c'est comment as-tu découvert que ça existait? Tu le savais déjà avant ou j'avais déjà un petit peu entendu parler. Et donc ça, c'est vraiment pour ça, les réseaux sociaux sont vraiment très chouettes pour ça. Ouais. T'as ton petit préféré parmi tous ceux qu'on connaît ou... Mais pour se faire connaître, il y a le côté pour se faire connaître des clients finaux, Facebook reste le plus important. Par contre, pour se faire connaître d'autres professionnels et justement ces groupes de networking, là c'est plus LinkedIn. Ah oui, ok. Vraiment. Toi, t'as ce deux trucs là, quoi. Ça. Okay. Donc, il y a se faire connaître via ces groupes de networking. Il existe énormément de forums, de rencontres de jeunes entrepreneurs partout en Wallonie. Et concrètement, ça ressemble à quoi ces événements-là? Et donc, ce sont des événements qui sont organisés, par exemple, par le BEP, par d'autres sociétés comme celle-là, par des banques aussi, qui cherchent des nouvelles pépites à financer. Et donc, ils proposent des journées, des salons, des soirées, des matinées où on peut venir présenter son projet pour soit venir chercher un financement, soit trouver des partenaires, soit simplement se faire connaître parce qu'on rencontre plein de gens, on parle un petit peu de ses affaires. Ça fait d'autres personnes supplémentaires qui savent que ça existe, que tout toi tu peux faire ça, tu peux faire ceci. Tout à fait. Il faut avoir aussi quelque chose de rodé pour bien leur présenter. Il faut bien maîtriser son produit, enfin ce qu'on propose, son service. Il faut savoir bien l'expliquer aussi. Il faut savoir bien l'expliquer et son discours est très important. Et ça, c'est quelque chose que tu avais travaillé tout seul ou tu t'es fait aider Ça a été assez seul. Maintenant, je me suis fait aider aussi par un coach au début. Ah oui. Okay. Mais là, c'était plus pour les directions à prendre. Tiens, voilà. Ah oui. Quelles sont les priorités à mettre pour lancer l'activité? Quels sont les bons investissements? Voilà. Ok. Vu que je commence à avoir des petites rentrées financières, comment bien les répercuter pour pas non plus les flamber et les griller tout de suite. Ah oui, d'accord. Donc c'était plus une approche gestion d'entreprise que plutôt accès communication, vente, marketing. Non. Etc. Là, après, j'ai quand même la chance d'avoir un frère qui a une boîte qui fait du digital marketing. Et donc voilà, lui m'a donné aussi plein de conseils pour comment me faire connaître. Et alors, un moyen aussi, il n'y a rien à faire, ce sont les médias.
il y a toujours moyen de se faire inviter sur un plateau radio, un plateau télé. Comme ici maintenant. Hein. Voilà, comme ici maintenant. Voilà, il y a toujours moyen aussi de se faire inviter, se faire connaître aussi par ces biais-là. C'est toujours positif aussi. T'as un petit conseil justement pour les gens qui pensent qu'ils ont une idée géniale et pour aller contacter les médias? Qu'est-ce que tu fais? T'envoies un mail, tu fais coucou? Il faut vraiment. Faut y aller au culot. Faut aller au culot. C'est vraiment. C'est ça non, c'est vrai. Si t'as un conseil à donner justement aux gens qui nous écoutent, c'est quoi? C'est oui. ça. Tous ceux qui m'ont reçu, que ce soit voilà des séances networking ou des banquiers, même des radios, etc. Ils m'ont dit mais tu as fait exactement ce qu'il fallait, tu y as été au culot, tu as foncé. Ouais. En fait, il faut vraiment, à partir du moment où on a une idée géniale, il faut vraiment pas avoir peur de l'échec. De l'échec de la personne en face qui va dire non, j'ai pas envie de vous aider. Parce qu'il y en aura un autre qui le fera. Et donc, il faut y aller. Il faut vraiment pas avoir peur. Moi, j'ai envoyé des mails à tous les médias, à la RTBF, RTL, à tous les journaux. On dit voilà, je lance une nouvelle activité qui est un peu originale. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Et voilà. Et il y a certains qui m'ont répondu. Et ça, voilà. Même si sur 50 mails envoyés, il y en a 3 qui répondent, c'est 3 réussites. C'est 3 réussites, bien sûr. Donc, on y va, on se fait confiance et on fonce. C'est ça que tu veux un peu communiquer, quoi. Et ça, je pense réellement que c'est quelque chose qui manque encore dans nos mentalités ici en Belgique et en Europe. C'est on a encore beaucoup trop peur de l'échec. Oui, hein. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus. Allez, t'as quelqu'un qui monte sa première boîte, ça fait faillite et tout. Je pense que les gens, on leur donne beaucoup plus une seconde chance. Et même, ils valorisent ça, tu vois. Une banque aux États-Unis, moi je connais mieux le Canada pour ça. Une banque au Canada, il y a une personne qui va dire voilà, j'ai fait 3 faillites, mais j'ai une nouvelle idée. Elle va prêter beaucoup plus facilement qu'une personne qui vient avec son premier projet. Pourquoi? Parce que là-bas, la mentalité, c'est de se dire, ben voilà, le gars, il a une première idée, ça n'a pas fonctionné, il a rebondi, il a lancé une nouvelle idée. Ça n'a pas forcément fonctionné, mais il a encore rebondi. Donc c'est quelqu'un qui en veut. La personne qui, après le premier échec, baisse les bras, où est-ce qu'elle va aller? Elle aura juste rien appris, justement, parce que tout l'intérêt de l'échec, c'est de prendre les leçons pour, comme tu dis, rebondir. Et je suis le premier, j'ai connu un échec. Ma première association, ça t'a appris pas mal de trucs. Pendant 1 an et demi, j'ai perdu énormément d'argent, mais j'ai appris plein de choses, plein de choses que je vais plus recommettre aujourd'hui. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça me fonctionne beaucoup mieux que pendant ce 1 an et demi, parce que j'ai retenu la leçon de cet échec. J'ai rebondi là-dessus. C'était un petit peu plus compliqué parce que je manquais certainement de moyens, mais j'ai été un petit peu plus pas après pas, et ça a fonctionné. Je crois que c'est un message fort pour tous ceux qui nous écoutent. Pas avoir peur de l'échec et s'accrocher, et surtout le plus important, rebondir. Mais oui, et il faut pas penser aussi qu'il faut avoir une fortune pour devoir se lancer. Aujourd'hui, je le vois dans les forums économiques où je vais, c'est qu'il y a énormément on appelle ça des business angels, qui sont prêts à mettre de l'argent pour des projets qui sont intéressants. Et donc, il suffit d'aller les chercher. Donc, voilà, c'est à partir du moment où on a un projet qui est vraiment intéressant, si on arrive à bien le défendre, il y aura d'office quelqu'un qui viendra vous aider à le financer. Ouais, donc tu mets vraiment l'accent, en fait, finalement, sur... Moi, j'aime beaucoup présenter cette idée-là. Je vois la réussite d'un business comme un peu le produit de 2 facteurs, tu vois. Tu as d'abord l'idée, mais bon, une idée toute seule, pour moi, personnellement, je trouve que ça vaut rien. Et après, tu as le facteur implémentation, tu vois. Et c'est seulement le produit des 2 qui finalement va dire, tu peux avoir la meilleure idée du monde, une implémentation qui sera juste nulle, comme tu le disais, quelqu'un qui va pas y aller au culot, qui va rester dans sa bulle, il va se dire ah mais non finalement, et qui va faire les choses un peu comme ça, ça va faire flop. Et puis après, quelqu'un qui aura même une idée ne fût-ce que moyenne et qui aura une implémentation juste terrible, il va décoller. Ah oui, je prends l'exemple de certains produits. On peut citer la marque Apple qui a lancé son iPad, qui n'a clairement pas d'utilité à la base. Elle en a vendu énormément parce qu'il en a fait une utilité. Donc c'est pas parce qu'on ne doit pas forcément avoir un produit, le meilleur produit que tout le monde va s'arracher, que ça va être le meilleur.
C'est simplement à partir du moment où on arrive à le rendre utile, et là c'est bingo. Ouais, ça aussi c'est puissant. On va maintenant un peu clôturer tout ça avec 3 questions récurrentes que je pose à chaque fois à tous mes invités. Si tu as, on va dire, un livre préféré ou en tout cas quelque chose ou une rencontre qui t'a marqué de manière profonde et qui un peu t'a bouleversé sur la manière dont tu fais du business finalement, ce serait quoi? Alors, j'ai fait un peu une autopub. On parle d'un livre. J'ai écrit un livre. Ouais. En fait, ça parle d'une expérience que j'ai vécue il y a 10 ans. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle tout simplement Merci. Je t'en prie, vas-y, explique de quoi il s'agit. Donc, voilà, oui, parce que justement, ça rejoint un petit peu les rencontres qui m'ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, je suis parti au Canada sans un sou en poche. Pour resituer, c'était à quel moment? Et donc j'étais en plein pendant mes études. Donc je suis parti t'as pas encore commencé ta carrière d'indépendant en agence immobilière. Ok. Donc j'étais encore étudiant. Je suis parti. Je pense que j'avais un examen d'anglais le lendemain ou le surlendemain. Que je suis parti juste avant. Et donc là, je suis parti vraiment sans le sou, sans aucune ressource, juste un sac à dos. Un peu sur un coup de tête, quoi. C'était pas vraiment un coup de tête parce que ça a quand même été préparé pendant plusieurs mois. Par contre, la particularité, c'est que personne n'était au courant. Wow. Et donc, le but, c'était mon projet. Personne ne devait être au courant. Donc, j'ai appelé mes parents à l'aéroport pour leur dire que je partais. Bon, là, voilà, ça a été un petit peu le moment choc pour mes proches. Tu parlais de culot tout à l'heure. Oui, voilà, c'est un bel exemple. Et donc là, j'ai vraiment parcouru tout le Canada parce que comme j'avais pas de ressources financières, c'était en me déplaçant que je pouvais survivre parce que comme je faisais tous mes déplacements en stop, les personnes qui me prenaient en stop, soit me nourrissaient en me donnant un peu d'argent, en m'offrant un repas ou me logeaient en m'invitant chez eux, etc. Donc je n'ai fait que bouger pendant 10 mois. Où j'ai vraiment été un peu partout au Canada, dans le nord, à l'ouest, à l'est. J'ai même été un petit peu en Alaska. Et là, ça a vraiment été extraordinaire point de vue rencontre, d'où le titre du livre, tout simplement Merci, où justement je remercie toutes ces personnes qui ont croisé ma route. Parce que ça m'a vraiment forgé un caractère où je me dis... c'est vraiment le service à l'autre qui est le plus important dans ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est vraiment apporter un service. Et de la valeur. Mais ça, voilà. On se rend pas compte comment un voyage qui peut paraître un peu initiatique peut t'apporter énormément. Et je pense que tu vas confirmer ça pour la manière dont on gère un business et là, surtout la manière dont on interagit avec ses clients. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. D'une part, c'est que... j'ai rencontré vraiment de tout comme personne, de tous les milieux, de toutes les confessions, etc. Et ça m'a permis de briser énormément d'a priori qu'on peut avoir. Donc c'est aussi, par exemple, je disais là tantôt, de se mettre dans les souliers de la personne en face. À partir du moment où on arrive avec aucun a priori sur la personne, on a beaucoup plus facile à se mettre dans ses souliers, de comprendre ce qu'elle veut. Parce qu'on n'arrive pas avec, c'est un gars costard-cravate qui me reçoit devant moi, lui il a des sous. Non, pas forcément. Ou c'est la personne qui... je prends un gros cliché. C'est une personne basanée devant moi. Je dis, lui, c'est un margoulin, il va... Non, certainement pas. Voilà. Donc, ça permet vraiment de briser ces a priori qu'on peut avoir sur les personnes. Et ça permet aussi d'avoir vraiment une confiance en l'autre aussi. Parce que pendant ces 10 mois, je ne pouvais faire que confiance aux personnes qui m'aidaient parce que j'ai pas le choix. Si je voulais pouvoir manger ou me loger, je vais faire confiance à ceux qui étaient en face de moi. Et alors, une troisième chose, c'était, et c'est là, vous allez me demander, tiens, quel rapport avec l'immobilier, comment finir par faire de l'immobilier alors qu'on a vécu ce type d'expérience. Justement, il y a un lien très fort, c'est que vivre justement sans chez soi, enfin sans maison pendant 10 mois, et être justement accueilli chez toutes des personnes chez eux, ça m'a montré l'importance d'avoir un chez soi.
c'est l'importance d'avoir son habitation, et que ce soit en location ou en tant que propriétaire, mais c'est vraiment avoir son chez-soi, un endroit où vivre. Il faut savoir aussi que j'ai vécu avec des sans-abri, parce que parfois j'avais pas le moyen de me payer une chambre d'hôtel ou un logement, et j'ai personne qui a pu m'accueillir chez eux, donc j'ai dû aller dormir dans des centres pour sans-abri. Et donc tout ça, on se rend compte de la valeur d'avoir un logement. Donc c'est là que je me suis dit, en fait moi je veux aider les gens à avoir un logement. Que ce soit et donc m'occuper de propriétaires, c'est aussi indirectement aider des personnes à avoir un logement, parce que en les mettant en location, on permet à des personnes qui savent pas acheter de pouvoir habiter un logement. Et ça c'est primordial. Je trouve ça vraiment important. Et ça m'a vraiment voilà. C'est un peu fou tout ça, parce que tout est lié. Et tu nous fais une réflexion après, vu que tu n'avais pas de maison, sur le fait d'avoir une maison, à quel point c'est important pour toi. Et puis après, tu as tout de suite parlé de la confiance. Est-ce que quelque part, le fait que toi, tu devais aussi absolument, en tout cas, ouvrir tes yeux et faire confiance, sans a priori aux gens, est-ce que ça t'a pas aussi un peu permis de voir justement quels sont les éléments qui justement me mettent moi en confiance, et donc quelque part que tu pourrais appliquer justement, on en a parlé tout à l'heure, pour avoir une relation et créer de la confiance avec tes clients aussi. Ah oui, à partir du moment où on a confiance en soi, on a confiance dans le service qu'on apporte, ça se ressentira directement chez la personne en face. À partir du moment où on croit dans ce qu'on va apporter et que c'est pas du purement pécunier, voilà. Enfin, moi, une personne en face de moi qui va venir et je sens qu'elle fait ce métier-là juste pour gagner l'argent qu'il y a derrière, ça te rebute un peu. Ça me rebute complètement. Ouais. Par contre, si la personne, on voit qu'elle fait ça par passion, elle aime ce qu'elle fait. Et moi, je le vois bien. La chose qui me met le plus mal à l'aise dans mon métier, c'est quand j'envoie ma facture. Parce que je me dis, est-ce que, voilà, j'ai aimé ce que je faisais. Est-ce que c'est normal que je me fasse payer pour que j'aime ce que je fais? Bon, après, voilà, il faut rester logique, il faut que je vive et il faut que je nourrisse ma famille. Mais voilà, et à partir du moment où j'ai cette réflexion-là, je me dis, voilà, j'ai tout gagné. C'est énorme. Et ça, c'est quelque chose aussi que je communique énormément, c'est ne chassez pas l'argent, chassez la valeur. Ben oui, tout à fait. C'est vouloir faire quelque chose pour l'argent, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a un moment où... Et donc, on va vite franchir la ligne où on va commettre des erreurs ou des erreurs où on sera plus dans l'intérêt du client, mais dans ses propres intérêts, parce qu'on va aller chercher l'argent qu'il y a derrière le client. Or, le client, c'est pas un billet de banque. C'est d'abord une personne. C'est d'abord une personne, voilà. Et ce que me pose souvent la question de mes clients qui, vu que je me rémunère en partie sur le prix d'achat, ils me disent c'est pas toujours dans votre intérêt de se rémunérer sur la valeur du bien, vu que vous êtes censé négocier, donc avoir le meilleur prix possible. Oui. J'ai non, non, parce que ma meilleure publicité, c'est vous. Et donc, si vous êtes content de la négociation que vous aurez faite, vous allez parler de moi autour de vous. Ouais, c'est des fractions de pourcents que peut-être tu enlèves de ta facture, mais au final, ce sera peut-être 1 ou 2 clients que tu auras derrière. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est certain. Parce que la personne va vite voir si je l'ai réellement défendu ou pas. Ça, c'est génial de pouvoir faire du business comme ça. Je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui aurait à apprendre et à se poser un petit peu et à réfléchir à tout ça. Deuxième question parmi les 3 questions récurrentes, un petit peu spéciales. Si là maintenant je te donne une machine à voyager dans le temps et justement que tu reviennes justement peut-être à cette époque-là où tu t'apprêtais pour partir au Canada et voilà, tu as quelques minutes pour t'entretenir avec ton toi de 20 ans. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Oui, je sais, c'est pas facile comme question. La première réflexion que j'ai aujourd'hui quand je regarde justement ce rétroviseur, en fait, il y en a 2. D'une part, plutôt du côté de mes études, où je me rends compte aujourd'hui que j'ai pas été un élève très brillant durant mes secondaires. C'est souvent le cas des entrepreneurs et tout ça. Hein. C'est rarement les premiers de classe, hein. Mais tant mieux que ça. Voilà. Et donc du fait que
j'étais pas bon élève. Enfin, je me mettais pas les moyens pour réussir. On va plutôt dire ça comme ça. Je me suis fermé des études qu'aujourd'hui j'aurais adoré de faire. Et alors la deuxième erreur, là, juste avant de partir, maintenant que je suis papa, je me rends compte que ce que j'ai fait à mes proches, donc de ne pas prévenir que je partais, c'était peut-être pas la bonne idée. Ah oui, maintenant tu peux un peu plus te projeter à la place de tes parents, et te dire waouh. Oui. Le fait de ne pas prévenir et puis avoir parfois des longs moments sans donner de nouvelles. Ouais. Je me rends compte aujourd'hui comme ça peut être dur parfois pour mes parents. Donc là après coup, je me dis. C'était trash. C'était trash. C'est pas évident. Ok. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Pour terminer, tu as un petit proverbe. Une citation qui te viendrait à l'esprit justement, qui résumerait un petit peu toute la conversation qu'on a eue et la manière dont tu travailles? Alors moi, mon proverbe, enfin je sais pas si c'est un proverbe, ma phrase préférée, c'est il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et donc c'est dans le sens où je vais jamais me dire merde, voilà, ça c'est pas possible, j'y arriverai pas, je laisse tomber. Non, je vais plutôt chercher la solution. Voilà, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, qui va toujours voir le bon côté des choses, qui va jamais, je vais jamais m'apitoyer sur mon sort. Voilà, j'ai toujours trouvé le bon côté des choses. C'est vraiment un trait qui me caractérise très fort. Je pense que c'est une excellente qualité qui peut amener à faire des grandes choses. Et encore maintenant, une toute dernière question. Où est-ce qu'on peut te trouver si jamais on se dit, finalement, Gaëtan, j'aimerais bien avoir une petite discussion avec lui et il fait des choses intéressantes. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors là, aujourd'hui, maintenant, dans une cave d'une maison. Mais non, plus sérieusement... Donc j'ai bien sûr un site internet, c'est www.locustone.be, donc Locustone c'est LOCUSTONE.be. Je suis également sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Facebook, donc c'est tapez Locustone sur Facebook, vous allez me trouver sans trop de problème. Sur LinkedIn, je suis assez actif aussi. J'ai un compte Twitter, sur Twitter c'est imo_locustone. Et alors, je suis également présent sur, un peu moins présent, mais présent tout de même sur Instagram. Et là, également sur le nom de Locustone. Ok, merci beaucoup Gaëtan de m'avoir accordé ces quelques minutes. Avec grand plaisir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Pour terminer, je voudrais bien sûr vous reparler très rapidement d'une des formations que je donne sur la création d'un message commercial efficace. Alors, qu'est-ce qu'un message commercial efficace? C'est un message qui va solliciter l'engouement chez vos prospects. Et pour faire cela, il faut savoir précisément ce que vous offrez et quels problèmes vous résolvez. Et ce n'est pas toujours ce que vous croyez. Plus d'informations sur mon site kickstarterbusiness.be. À bientôt, au revoir.